Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc le nouveau nom du Critérium du Dauphiné, nom donc de la course qui a été changé suite à la demande de notre président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui aime bien mettre son nom un petit peu partout. Donc voilà, bon, il va falloir s'y habituer à dire ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, mais je pense qu'on continuera à dire Critérium du Dauphiné, et je pense que dans la miniature du podcast, j'aurais mis Critérium du Dauphiné. Bref, je m'égare. Pourquoi c'est intéressant de parler du Critérium du Dauphiné? Parce qu'on va avoir une start list franchement assez intéressante, un parcours très montagneux, et en fait ça risque d'envoyer de la bagarre, et surtout, on va pas se mentir, côté français, on aimerait bien connaître le niveau de Paul Sexas, donc il y participera à ce Critérium du Dauphiné, et ça sera bien évidemment une des grandes attractions. Je vous propose que pour parler de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Critérium du Dauphiné, on va d'abord regarder rapidement le parcours et ensuite on réfléchira aux quelques favoris que j'ai en tête pour ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Parcours très sympa, hein, on a 8 étapes, pas mal d'étapes difficiles, et on commence directement dans le dur avec l'étape qui va de Vizy à Saint-Ismier, 146 km mais 3200 mètres de dénivelé positif. Ça monte, ça descend tout le temps. Et en fait, on a une côte assez difficile qui est située, dont le sommet, pardon, est à un peu plus de 21 km de l'arrivée, si je dis pas de bêtises, qui est la côte de Rousset. Et se pose la question de savoir si les favoris vont déjà bouger dès cette première étape, en fait. Puisque cette côte de Rousset, elle fait 8 km à 7,5%, donc elle est assez dure, assez difficile, très régulière. Ça pourrait permettre de faire un premier écrémage. La question, c'est de se dire qui va vouloir faire cet écrémage. Et franchement, c'est une grosse incertitude sur cette course, ce Critérium du Dauphiné, ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a franchement des gens qui ont besoin, d'affirmer leur domination dès cette première étape, alors qu'on va avoir des étapes très, très dures en montagne? Peut-être les équipes qui auront peur du chrono par équipe, parce qu'il y a un chrono par équipe aussi en troisième étape, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera une première opportunité pour les meilleurs grimpeurs de s'illustrer. Heu, cette côte de Rousset, sachant qu'avant on aurait quand même plusieurs difficultés, hein, qui seront pas négligeables. Mais ensuite, après la côte de Rousset, une petite descente, on remonte un petit peu. Une descente, et là, en fait, il reste à peu près 5-10 km jusqu'à l'arrivée. En faux plat montant, donc pas vraiment idéal pour un homme seul. Donc on verra si les favoris décident de s'attaquer sur cette côte-là. Après, si c'est pas les favoris, je suis pas sûr que l'échappée aille au bout non plus, parce qu'il y aura un maillot jaune à la clé sur cette première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc franchement, étape très indécise. On verra bien ce qui va s'y passer, mais ça sera super intéressant pour la suite. Étape numéro 2, 234 km pour arriver au Puy-en-Velay. Voilà, c'est une étape très très longue qui va être un peu chantier, avec beaucoup de dénivelé positif parce qu'elle est très longue. Mais finalement, les difficultés sont plutôt réparties sur le parcours. On a un gros col au milieu qui fait 11 km à presque 5%. Donc c'est pas très dur, mais c'est très très long. Et ensuite, on arrive sur des plateaux avant d'arriver au Puy-en-Velay. Il y a quand même cette côte à 13 km, si je dis pas de bêtises, de l'arrivée, la côte de Saint-Vidal, donc 2 km à 7% de moyenne, qui permettra peut-être de faire des différences pour certains coureurs. Faudra quand même être costaud pour aller s'imposer au Puy-en-Velay, parce que ce sera une étape très longue, vraiment type un peu classique, avec pas mal de dénivelé positif. Là, je pense que ça dépendra un peu des configurations de la veille. On verra qui aura le maillot jaune et qui voudra le conserver. On a quand même, a priori, quelques punchers sprinters sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense notamment à un mec qui sera l'épouvantail. C'est Wout van Aert qui sera donc le leader de la Jumbo-Visma, Visma Lease Bike, pardon, sur cette course. Et ça sera intéressant de voir si la Visma va contrôler pour Van Aert, sachant qu'il y aura aussi a priori du Jorgensen. On ne connaît pas encore les compositions à 100%, mais ça pourrait être une étape à peu près contrôlée par la Visma Lease Bike pour aller chercher une victoire d'étape avec Wout van Aert. Ça peut aussi partir en classique où ça s'attaque sur cette étape très longue. Ça dépendra donc, je le disais aussi, de qui a le maillot jaune, parce que je pense qu'on voudra le conserver et on aura les moyens de le conserver. Si on a réussi à avoir le maillot jaune sur la première étape, très clairement, on est capable de le conserver sur celle-ci. Donc, franchement, scénario assez indécis, étape très très longue, qui sera usante pour les coureurs, et ça sera vraiment super intéressant à suivre. Mais peut-être pas autant que la troisième étape, qui est un contre-la-montre par équipe, montagneux, autour de Péreux. Donc, on part de Péreux et on arrive à Péreux. Et on a plusieurs côtes sur ce parcours. La première côte qui s'appelle Côte-Ouvre,
sont un peu rigolos. 5 km à 3,5%, sachant que c'est vraiment le pied qui est difficile. Ensuite, on a une deuxième côte qui s'enchaîne juste après, Montagny. euh, donc c'est un faux plat montant, puis 1 km à 5%. Et ensuite, on est sur un faux plat descendant et 800 mètres à 6% de moyenne. Donc là, ça sera une rampe finale. On verra comment vont jouer stratégiquement les équipes. C'était déjà très intéressant sur Paris-Nice de voir comment ça allait se jouer. J'ai pas regardé très exactement les modalités, mea culpa pour ce contre-la-montre par équipe. Et je pense que ça sera un peu le format du Paris-Nice, qui sera aussi a priori le format du Tour de France, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est un temps individuel finalement. Le premier coureur de l'équipe qui franchit la ligne permet à son équipe de prendre un temps. Et dans ce cas-là, bah, je pense on lâchera un grimpeur dans cette dernière côte qui fait 800 mètres à 6%. Et ça sera très sympa à suivre parce que d'abord, il faudra conserver des rouleurs pour les 2 premières montées. Bon, c'est pas non plus de la grosse montagne, on va pas se mentir, mais il faut quand même passer, surtout avec un vélo de chrono, c'est jamais très évident. Parce qu'après, là, il y a quand même un long faux plat descendant qui fait plus de 10 bornes après la deuxième montée. Et là, les écarts, je pense, vont vraiment pouvoir se creuser sur cette portion-là. Et ça sera très important d'avoir des équipiers qui seront capables d'envoyer du bois sur cette côte-là. Et on va parler un peu juste après des équipes qui sont favorites, parce que notamment, là, ça sera très important d'avoir des équipiers très bons rouleurs. Et on en parlera quand on parlera des favoris de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Étape numéro 4, on repart du Puy-en-Velay. Donc le Puy-en-Velay, c'est bien évidemment le fief de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Laurent-Wauquiez. Donc on part de là, bien évidemment. Et là, on a une étape un peu intermédiaire qui arrive à Montrond-les-Bains, 167 km, avec pas mal de côtes qui s'enchaînent en première partie. En revanche, les 35 derniers kilomètres sont tout plats. Donc on peut se demander quel type de coureur ira chercher cette victoire d'étape. Ça peut être un baroudeur qui part dans la première partie de l'étape où c'est vraiment montagneux, qui sera un peu difficile à contrôler. Ça peut être un sprinter qui s'impose. On sait qu'il y a 35 km de plat à la fin. Après se pose la question quand même de dire quelles équipes voudront contrôler, parce que à ce moment-là, je pense qu'il y a des sprinters qui ne passeront pas les bosses du début, qui seront en difficulté. On ne pourra pas forcément revenir sur les échappées en ne roulant que dans les 35 derniers kilomètres qui sont tout plats. C'est peut-être pas suffisant. Donc, parcours franchement indécis, je dirais, sur cette étape numéro 4. C'est 50-50, je pense, entre les sprinters et puis les échappées. On verra bien comment ça va se passer. Je pense qu'il y aura des gros écarts au classement général après cette étape-là, parce que le chrono par équipe, il y a très peu de coureurs qui vont finir dans les premiers temps, donc le classement va être complètement chamboulé. D'autant plus qu'il y aura eu la première étape qui sera quand même difficile, qui aura fait des écarts. Donc j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on aura des baroudeurs qui auront pas mal d'avance sur cette étape-là, qui pourront aller chercher une belle échappée sans être trop inquiétés par l'équipe du maillot jaune. Et on verra donc s'il y a des équipes de sprinters qui sont capables de rouler pour aller chercher cette étape-ci. On va parler très rapidement des sprinters quand même. La start list n'est pas encore définitive. Là, j'enregistre jeudi soir et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes commence dimanche. Franchement, on a Dorian Godon qui fait quand même figure d'épouvantail sur plusieurs étapes, qui sera donc dans l'équipe Net Company Ineos. Après, l'équipe Net Company Ineos, elle a pris une équipe avec trois leaders, on dirait. Carlos Rodriguez, Kevin Vauquelin, Oscar Onley. Faudra en choisir et il y en a certains qui devront se mettre au service, je pense, de Dorian Godon. On a vu que Dorian, il avait passé un step cette année en arrivant chez Ineos. Et très clairement, maintenant, ça devient un épouvantail sur ce genre d'étape. Donc, il sera forcément à suivre. On a Hugo Hofstetter du côté de la NSN. Ça va vite aussi au sprint. Hugo Hofstetter sur du tout plat. Ça peut même peut-être battre Dorian Godon. On verra s'il est capable de suivre. Red Bull Bora, pour l'instant, on annonce Van Gils. Van Gils, ça va à une bonne petite pointe de vitesse, mais c'est plus sur du punch. Soudal Quickstep, il y avait Ethan Hayter. À l'époque, c'était un sprinter, maintenant plus vraiment. Donc, je sais pas. Une équipe un peu bizarre du côté de la Soudal. Par contre, il y a Michael Matthews qui est annoncé pour la Jayco Alula. Donc lui, ça sera évidemment un client s'il est présent, parce que la start list n'est pas encore confirmée. Et Michael Matthews n'a plus couru depuis le mois de janvier, où je crois qu'il s'est fait une fracture à l'entraînement, si je dis pas de bêtises. Donc il était absent pendant tout ce temps, c'est sa course de reprise. On verra dans quel état il est, et on verra déjà s'il est au départ. Sinon, on a un Benoît Cosnefroy pour les arrivées compliquées chez UAE, mais on n'a pas de sprinter. Chez Cofidis, on aura a priori Brian Cocard qui peut passer sur cette étape-là, mais il faudra s'accrocher, mais ça serait un très bon résultat pour Cofidis. Du côté de Tudor, on a Matteo Trentin qui est annoncé aussi, donc là c'est une bonne carte. Est-ce que la Tudor mettra toute l'équipe à son service?
c'est pas certain non plus totalement. Et donc voilà, ça fait quelques équipes qui ont des gars qui vont vite. La start list n'est pas définitive, on aura peut-être d'autres sprinters qui vont s'ajouter sur ce groupe-là, mais ça peut être une étape pour les sprinters qui passent bien les bosses. Et l'étape du lendemain, celle qui arrive au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes, elle, par contre, ça sera vraiment pour les sprinters, puisqu'on aura encore une fois un début difficile pour permettre à une échappée de sortir. Mais on va dire que allez, 50 derniers kilomètres sont tout plats et les 100 derniers sont vraiment à peu près plats. Donc là, franchement, c'est l'étape du sprint massif, celle qui arrive à Villars-les-Dombes. Donc là, je pense que c'est les mêmes coureurs que ceux qu'on a mentionnés. J'ai pas mentionné Wout van Aert encore, mais bon, évidemment, c'est un coureur qu'il faudra attendre sur celle-ci. Et ensuite, on a un week-end de 3 jours. Le vendredi, on travaille, mais il y a quand même 3 jours très compliqués, avec des arrivées au sommet à chaque fois. Et là, ça va batailler sévère dans la montagne. C'est pour ça aussi que je me dis que l'étape 1, je suis pas certain que les leaders se découvrent vraiment, parce qu'il y a tellement de difficultés en fin de tour que franchement, ça vaut pas vraiment le coup de se dévoiler sur cette étape numéro 1 qui est un peu plus indécise. Et donc là, l'étape 6, elle arrive à Cré-Voland. On va pas se mentir, c'est presque une course de côte. On a en fait le col du Granier qui sera quand même en plein milieu de cette étape-ci. 8 km à 5%, mais ça sera trop loin de l'arrivée. Ensuite, on aura quand même 50 bornes de plat pour arriver sur l'ascension finale. Donc en 2 temps, d'abord une côte de première catégorie, Dégis sur Ugine. Ensuite, on redescend un petit peu et puis il y a Cré-Voland. C'est les 6 derniers kilomètres à 7% et demi. Euh, Là, je pense que ça va attaquer. C'est pas si dur que ça, donc peut-être qu'on aura quand même un petit groupe. Peut-être pas un coureur capable de s'isoler pour aller chercher la victoire à Cré-Voland, peut-être un petit groupe. Mais en tout cas, ça sera une première arrivée au sommet qui sera disputée. Et là, je pense qu'un mec comme Isaac Del Toro, par exemple, est archi favori sur cette étape-ci. Ça sera très intéressant à suivre. Le lendemain, en revanche, là, c'est de la vraie montagne. Étape du Grand Colombier, tout simplement. Le Grand Colombier qui est de retour sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes Critérium du Dauphiné. 133 km, des difficultés dès le début pour les sortir en échappée. Ça, c'est vraiment très cool. Ensuite, au milieu du parcours, on a le début d'ascension du Grand Colombier par le versant sud. C'est le plus connu, celui où il y a les lacets. On va passer au lacet et on va redescendre au lieu d'aller au sommet. On passera par le col de Richemont, pardon, qui est situé au nord du Grand Colombier. Je pense que ça s'attaquera pas à ce moment-là. 7 km à 6%. Et ensuite, on redescend et là, on arrive à Virieu-le-Petit et on fait l'ascension du Grand Colombier par son versant ouest, qui est franchement pas le versant le plus connu. Et ça sera par contre très compliqué. C'est 8 km et demi à 10% de moyenne, avec des moments très durs, un petit replat au milieu. Donc c'est une côte des enfers tout simplement. Et je pense que là, ça va vraiment s'attaquer sévère. Il y a moyen de faire des très très gros écarts sur ce col. Et il faudra forcément être en forme. Et très probablement que le Tour Auvergne-Rhône-Alpes Critérium du Dauphiné va jouer à moitié dans cette étape-là, parce que l'étape du lendemain est extrêmement difficile aussi. Pour info, je pense que j'irai sur le parcours sur le Grand Colombier, voilà, c'est sympa. Il y a une gare pas très loin, à Culose. Et puis ensuite, on peut aller voir les coureurs sur les deux versants du Grand Colombier. Ça sera très très cool. Un samedi en plus. Et l'étape du dimanche, étape Rennes, je pense, même si le Grand Colombier c'est quand même très très solide. L'étape du dimanche, c'est 120 km avec 4000 mètres de dénivelé positif. Ça monte, ça descend, ça n'arrête pas. On commence directement en prise avec le col du Pré, 7 km à plus de 9% de moyenne. On descend à Beaufort et là on repart pour la montée de Bizane. Vous connaissez pas. 11 km à 9% de moyenne. Très très dur aussi, un col hors catégorie. On redescend un peu tranquillement pour aller chercher le col des Aravis, qui lui est plus connu. 7 km à 7% de moyenne. Et ensuite un long faux plat descendant. On va passer par Rentremont. Décidément c'est la fête des fromages. Pour aller chercher le pied du plateau de Solaison. Heu, Est-ce qu'on a besoin de reparler de ce plateau de Solaison? Franchement très, très, très compliqué. 11 km à 9% de moyenne, voilà, c'est très, très dur. C'est irrégulier, il y a des passages un peu plus replats et encore une fois, ça va être, la folie. Ça sera plutôt une course de côte, hein, malgré toutes les difficultés qu'il y aura avant. Je pense qu'on s'attaquera seulement dans la dernière côte parce que le faux plat entre le col des Aravis et le pied du plateau de Solaison est beaucoup trop long. C'est, tout simplement 35 km, je crois, de faux plat descendant. Donc là, on n'aura pas la possibilité d'attaquer avant. Tout se jouera dans le plateau de Solaison. Et là, ça va être un feu d'artifice pour la fin de ce critérium du Dauphiné. Bref, deux très grosses étapes de montagne. Donc je pense qu'en termes de scénario, sur l'étape 1, on va peut-être se préserver.
Étape 3, très importante pour le classement général, ce chrono par équipe qui sera un peu aussi une répétition pour le Tour de France, pardon. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont ramener à peu près la même composition qu'au Tour de France, donc ce sera très instructif, on va dire, cette étape de contre-la-montre par équipe. Et puis les 3 derniers jours, avec tout d'abord l'étape de vendredi à Crest-Voland pour se mettre un petit peu en jambes, un Isaac Del Toro qui règle le sprint. Et ensuite, par contre, arriver au Grand Colombier, puis au plateau de Solaison. Là, c'est vraiment de la très très haute montagne et ça va régaler avec des pourcentages extrêmement durs. Voilà pour le parcours, je vous propose qu'on passe aux favoris. Bon, clairement pour les favoris, on va pas tourner autour du pot. On a un Français qui est très très bien positionné, c'est Paul Sexas, bien évidemment. Paul Sexas qui a brillé en ce début d'année, qui a terminé sa campagne des classiques sur une flèche wallonne remportée haut la main. Un Liège-Bastogne-Liège où il a été le seul à suivre la route Pogacar pendant très longtemps. Il a conclu la deuxième place. Et ça, c'était juste après avoir gagné le Tour du Pays Basque, où il a vraiment survolé la concurrence. On rappelle qu'au départ, il y avait Isaac Del Toro, il y avait bien évidemment aussi Juan Ayuso, qui n'étaient pas forcément tous dans les meilleures conditions, mais qui seront au départ de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est des coureurs qu'il a déjà battus sur une course par étape d'une semaine. Alors, il y a eu cette deuxième place au Strade Bianche, derrière bien évidemment Pogacar qui était intouchable. Mais concrètement, cette année, il y en a un seul qui lui a résisté, en dehors de Pogacar, à Paul Sexas. C'est Juan Ayuso pendant le Tour d'Algarve que Paul Sexas a terminé à la deuxième place au classement général, derrière un Ayuso qui à ce moment était vraiment intouchable. On se disait, je vois pas comment il pourrait être délogé. Sauf que ça, c'était au mois de février, que depuis Paul Sexas, il a une forme vraiment ascendante, et que Juan Ayuso, lui, c'est un peu l'inverse. Donc Paul Sexas, c'est probablement le favori pour ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense qu'on a beaucoup de chauvinisme côté français, mais force est de reconnaître que les performances qu'a accompli Paul Sexas depuis ce début d'année, c'est tout simplement stratosphérique et il est en progression constante. Franchement, on sait que son gros objectif, c'est le Tour de France. Maintenant, il a annoncé, c'est officiel, il va participer à ce Tour de France. Pourquoi? Bah, franchement, je saurais pas trop vous dire. Je sais pas quelles sont les ambitions, pour être franc, de Paul Sexas. Je pense qu'un podium, ça sera quasiment obligatoire en termes de ce qu'il devra viser. Est-ce qu'il ira viser la victoire au classement général? Je pense pas. Enfin, peut-être qu'il le pensera dans sa tête lui. Ça sera un objectif, même si ça sera un objectif très difficile à atteindre. Il atteindra pas, hein, très clairement. Ça sera peut-être son objectif. Là, en tout cas, pour ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, clairement, il s'avance en tant que favori numéro un et il va devoir assumer ce rôle. Donc, c'est la première fois en fait que Paul Sexas arrive sur une course comme ça, de ce standing-là, en étant le favori numéro un. Sur le Tour du Pays Basque, allez, à la rigueur, il était dans le top 3. Mais on le mettait pas encore comme le favori unique, puisqu'il s'était fait battre par notamment Juan Ayuso sur le Tour d'Algarve. Là, cette fois-ci, je pense qu'on peut le dire, Paul Sexas est très clairement le favori numéro un. Reste à savoir dans quelle forme il sera. Il y a quand même un Tour de France qui arrive à préparer. C'est la première fois qu'il fera un grand tour, donc on verra comment sa préparation est faite. Là, il était en Sierra Nevada, puis ensuite il allait faire des reconnaissances sur le Tourmalet en vue du Tour de France. Euh, Bien évidemment, il est très médiatisé, un peu le Sexas, donc on sait tout ce qu'il fait. Là, il aura une belle équipe autour de lui, euh, des bons rouleurs, ce sera important pour le chrono par équipe. Dan Houle, Stéphane Bisseguer, Dan Houle, on se souvient de son numéro, je crois que c'était sur Paris-Nice. Il était complètement stratosphérique ce jour-là, Dan Houle. C'est un très bon équipier pour ce contre-la-montre par équipe. Stéphane Bisseguer, pareil, bien évidemment. Très très fort. Et ensuite, on aura d'autres coureurs qui l'accompagneront en montagne. Aurélien Paré-Peintre avec un profil un peu hybride. Léo Bizio qu'on a vu vraiment devenir de plus en plus fort ces derniers temps. Et puis Nicolas Prodhomme. Alors Nicolas Prodhomme, quand même un peu en dedans par rapport à ce qu'il a montré l'an dernier. Après, il a fait vraiment une saison hors norme l'an dernier, Nicolas Prodhomme. Là, en ce début d'année, c'est plus compliqué. Donc, on verra quel sera le niveau de Nicolas Prodhomme sur cette course-ci. Ça fait quand même une bonne équipe autour de Paul Sexas. C'est pas la meilleure équipe, parce qu'on en parlera juste après. On connaît déjà l'équipe complète de la Net Company Ineos. Elle est meilleure. On connaît déjà un peu l'équipe qui sera autour de Isaac Del Toro, la UAE. Elle est aussi dévoilée. Elle sera meilleure. Je pense que la Red Bull aura aussi une bonne équipe, la Lidl Trek également. Mais en tout cas, ça reste relativement solide quand même pour Paul Sexas, cette équipe Decathlon CMA-CGM. Après, lui, le profil de ces étapes-là lui convient bien. On avait peur que ça soit pas un coureur capable de briller en haute montagne.
Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Et là, quand même, le Grand Colombier, ça sera un vrai test. On verra comment il va le gérer. C'est vrai que le Litzulia, c'était quand même des cols qui étaient un peu plus courts que, que ce qu'on a dans un Tour de France, par exemple. Euh, c'est vrai que finalement, ce sera peut-être le premier grand test en montagne pour Paul Sexas. Cette année, il a brillé surtout sur des classiques compliqués, la Faune Ardèche, l'Estrade Bianche, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche. On a compris que c'était aussi un puncher. Maintenant, là, ça sera des vrais grands cols de montagne et on verra ce qu'il sera capable de donner. Et moi, franchement, j'ai hâte de voir où Paul en sera. Je pense que déjà, s'il gagne ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ça sera très bien pour lui parce qu'on va en attendre beaucoup de lui. On attendra qu'il en gagne, mais je pense qu'un Ayuso à son meilleur niveau sur ce parcours-là, ça peut être très difficile à aller chercher. Del Toro, peut-être un peu trop montagneux pour lui, mais c'est aussi quelqu'un de très solide. Normalement, des Jorgensen, Oscar Onley, etc., ça doit être à la portée de Paul Sexas. Donc, il devra gagner ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes dans tous les cas. Et on lui souhaite évidemment. Et sur le contre-la-montre par équipe, je pense qu'il y aura d'autres très très grosses équipes, mais quand même la présence de Dan Houle et de, et de Stéphane Biguet-Séguer est rassurante. J'ai pas parlé aussi de Mathieu Riccitello, ou Mathieu Riccitello, dites-le comme vous voulez. Il sera un bon équipier en montagne, qui a quand même affiché quelques limites, mais c'est quelqu'un de très fort malgré tout. Donc une belle équipe Decathlon CMA-CGM malgré tout pour entourer Paul Sexas, le phénomène français. Deuxième favori, peut-être, Juan Ayuso. Alors là, c'est un peu une énigme aussi, Juan Ayuso. On le disait donc ce début de saison, euh, très très fort autour d'Algarve, où il semblait vraiment injouable. Il était devant Paul Sexas, Joao Almeida, Oscar Onley, Kevin Vauquelin, Mathieu Riquitello, Daniel Felipe Martinez, Florian Lipovitz, Thymen Arensman. Il y avait quand même une très très grosse start list sur ce Tour d'Algarve. Bon, certes, c'était très tôt dans la saison au mois de février, mais Juan Ayuso était impérial. Et puis ensuite, il y a eu cette chute sur Paris-Nice, où il était pas bien. Cet abandon, le Tour du Pays Basque, où il arrive, on ne sait pas trop dans quel état, on se rend compte très rapidement qu'il n'est pas en très bonne forme. Cet abandon, et là, il revient sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes pour préparer le Tour de France. Donc ça sera un vrai test pour Juan Ayuso. Là, c'est un moment où il faudra aller chercher un classement général, et je pense que lui aussi devra viser la victoire, il n'aura pas d'autre choix. Et ça sera un très beau test pour connaître la forme de Juan Ayuso. Ça sera un super indicateur pour le Tour de France, tout simplement. C'est quand même un coureur qui aura une très belle équipe. Il devrait y avoir du Skelmoseux pour l'épauler en montagne, du Tom Skujns, a priori aussi. On connaît pas encore le reste de la start list, mais chez Lidl Trek, on a toujours des très gros coureurs. Et je pense qu'en chrono par équipe, ça va envoyer aussi. Skelmoseux, c'est aussi un bon coureur de chrono. Juan Ayuso, très très fort en chrono quand ça monte un peu. Donc, adversaire numéro un a priori, de Paul Sexas pour ce tour Auvergne-Rhône-Alpes, Juan Ayuso. Et franchement, moi, je suis très curieux de voir le niveau qui est le sien actuellement. Et j'ai envie de savoir s'il sera capable de briller sur le Tour de France aussi. Autre favori, après Juan Ayuso, bien évidemment, Isaac Del Toro. Alors là, on connaît la start list définitive pour la UAE. C'est très impressionnant. Pavel Sivakov, Ivo Oliveira, Isaac Del Toro, Pablo Torres, Joao Almeida, Benoît Cosnefroy, Kevin Vermeerk. Euh, Quels seront les rôles de ces coureurs-là? Je pense que Isaac Del Toro sera le leader au classement général parce qu'on n'a tellement pas de certitude sur Joao Almeida sur cette saison. Franchement, c'est très compliqué. On l'avait annoncé sur le Giro, finalement non partant. On l'avait annoncé sur le Tour de France, finalement peut-être plutôt sur le Tour d'Espagne cette année. Là, pour l'instant, il est orienté Tour d'Espagne. Euh, je pense que ça sera un vrai test pour lui aussi, ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je pense que c'est encore possible qu'il soit sur le Tour de France en tant qu'équipier de Pogacar. On verra, je pense, son niveau sur ce tour de l'UAE. Donc pour l'instant, je vais pas me positionner sur Isaac Del Toro, sur Joao Almeida. C'est trop compliqué. En revanche, Isaac Del Toro, bah, lui, il joue très gros parce qu'on sait qu'il sera sur le Tour de France et il sera lieutenant de Pogacar. Là, il doit gagner, hein, tout simplement. Il s'était avancé comme un coureur qui allait chasser les courses des étapes d'une semaine cette année, où il aurait un peu carte blanche parce qu'on savait qu'il allait devoir travailler pour Pogacar sur le Tour de France. Il a gagné l'UAE, devant Remco Evenepoel notamment. Il a gagné Tirreno Adriatico, encore devant Remco Evenepoel si je dis pas de bêtises, devant Jorgensen, Pellizzari, Ciccone Roglic. Bref, c'était un signe de force très clairement. Et puis il y a eu ce Tour du Pays Basque et ce couac. On se disait, on verra s'il est capable de résister à Paul Sexas. Et finalement, bah, il n'était pas du tout en forme. On l'a vu hein, sur le chrono inaugural, sur la deuxième étape.
pas très bon non plus. Et puis il y a eu cette chute un peu bête sur la troisième étape qui l'a contraint à l'abandon. Il doit être en très bonne forme, Isaac Del Toro, il a pas le choix. On l'attend pour briller là sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il doit le remporter. Il doit être le meilleur lieutenant en montagne de Pogacar sur ce Tour de France. Donc il sera très clairement attendu au tournant, Isaac Del Toro. On verra dans quelle forme il sera. Est-ce qu'il est capable de passer le Grand Colombier? Est-ce qu'il est capable d'aller battre les meilleurs grimpeurs? Je pense à un Juan Ayuso notamment sur la dernière étape. Au plateau de Solaison, ça sera un très très gros test pour Isaac Del Toro. J'ai peur que ça soit un peu trop montagneux pour lui. Je pense qu'il sera capable d'aller chercher des secondes de bonification sur certaines étapes. Très volant, je pense que c'est clairement le favori numéro un. L'étape numéro 1, qui arrive à Saint-Ismier, je pense qu'il peut aller chercher le maillot jaune sans trop de problèmes, le conserver au Puy-en-Velay, accroître son avance sur l'étape du Péreux. Et franchement, il arrivera peut-être en jaune au Grand Colombier avec 30 secondes d'avance ou 1 minute sur tout le monde, parce qu'il aura eu des bonifs, parce qu'il aura eu un très bon chrono par équipe, probablement. Donc on verra pour Isaac Del Toro, mais il va pas falloir décevoir, hein. Là, il est très jeune, hein, pourtant Isaac Del Toro, que 22 ans, mais déjà là, il a un tournant un peu de sa carrière. Il va pas falloir décevoir. On verra comment aussi ça va la jouer pour les arrivées un peu compliquées. Quel sera le rôle d'un Cosnefroy? Cosnefroy qui marque beaucoup cette année et sur des courses de second rang. Est-ce qu'il là, il sera totalement dévoué à Isaac Del Toro? C'est pas impossible non plus. On verra quel sera le rôle de Joe Almeida. Ça, c'est très important aussi. On verra aussi sa forme à lui, mais donc Isaac Del Toro, franchement, c'est dans le top 3 là, des favoris pour ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec donc Paul Sexas et puis Ron Ayso. Dans un second plan, on aura quand même Matteo Jorgensen, qui devrait être le leader de la Visma Lease Bike. On ne connaît pas encore la composition définitive de cette équipe. A priori, il devrait y avoir Wout van Aert, il devrait y avoir Bruno Armirail et Jørgen Nordhagen. Nordhagen qui fait aussi un bon début de saison, mais qui sera bien évidemment équipier de Jorgensen. Jorgensen, on se souvient bien évidemment de cette campagne d'Ardennaises qu'il a préparée avec minutie pour finalement se faire faucher par Kevin Vauquelin dans la descente de l'Amstel, ce qui était très dommage pour lui. Bon, Jorgensen, c'est un coureur très très fiable. Je pense qu'on peut l'attendre facilement dans le top 5 de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, pour aller chercher la victoire, euh, c'est quand même trois mecs d'une catégorie au-dessus de la sienne dont on a déjà parlé. Après, franchement, les états de forme peuvent être un peu variables. On sait qu'ils auront tous comme pic de forme prévu le Tour de France. Il peut y avoir des états de forme un peu disparates parmi les favoris. Ça pourrait profiter à un Jorgensen, pourquoi pas. Mais on sait que Jorgensen, il sera équipier sur le Tour de France pour Vingegaard. Et là, c'est peut-être aussi le moment de jouer sa carte. Donc, ce sera très intéressant de voir ce qu'il va faire. Il y aura aussi une très très grosse équipe pour le contre-la-montre par équipe, hein, autour de la Visma, avec Armirail et Van Aert, plus Jorgensen, ça va envoyer du bois. On verra quels seront les autres coureurs alignés. Mais franchement, ça va aller très très vite. Euh, il aura aussi des beaux équipiers parce que Van Aert, c'est un très bon sprinter. Il aura sa carte à jouer sur pas mal d'étapes, mais sur les étapes de montagne, Van Aert, il va se mettre à la planche et c'est toujours très bien d'avoir un Van Aert en équipier. Donc attention à Matteo Jorgensen. Ensuite, l'équipe Net Company Ineos, qui arrive avec un très très gros effectif, je vous en ai déjà parlé. Trois leaders, Carlos Rodriguez, pardon, Kevin Vauquelin, Oscar Onley. J'ai aucune idée, pour être honnête, de comment ça va s'articuler. En fait, c'est trois mecs bons, mais pas très très bons en ce moment. Je m'explique. Carlos Rodriguez, il y avait son prime là dans les années 2023-2024. Il était excellent. On se souvient donc de ce Tour de France qu'il a fait, fini à la 5e position en 2023. Très très fort. Et là, depuis 2025, c'est vraiment vraiment compliqué pour Carlos Rodriguez. Aucun résultat probant cette année. Là, on l'attend encore sur le Tour de France, mais quel est son état de forme? Je sais pas trop dire. À côté, on a Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, on l'adore. Là, c'est trop dur pour lui, hein. Très clairement, le Grand Colombier et le plateau de Solaison, c'est trop dur pour un Kevin Vauquelin qui est plus puncher. Et je pensais qu'il allait passer un cap, Kevin Vauquelin, en arrivant chez Ineos. J'ai l'impression qu'il est toujours un peu à son niveau de 2025 chez Arkea, ce qui était un bon niveau, hein, mais on aurait pu espérer quelque chose d'un petit peu mieux pour Kevin Vauquelin. On l'a souvent vu en binôme avec Oscar Onley, on savait pas trop qui serait le leader. Ça n'a jamais été gagnant pour l'instant, cette configuration-là. Donc on verra dans quel état pardon, sera Kevin. Et puis bah il y a bien évidemment du coup Oscar Onley, la grosse pépite de l'équipe Ineos.
Et bah, lui, c'est pareil. Depuis qu'il a été recruté chez Ineos, pas grand-chose. On l'a vu un peu faire l'équipier aussi sur certaines courses. Euh, Paris-Nice qu'il a abandonné après avoir gagné le chrono par équipe. Tour d'Algarve qui finit à la quatrième place. Tour de Catalogne 12e. Franchement, on attend beaucoup mieux d'un Oscar Onley. Et on verra donc comment ce trident de favoris du côté de la N-Net Compagnie Ineos va s'articuler. On aura des très très gros rouleurs pour le chrono par équipe. Bah, déjà les trois que je vous ai cités, ça roule pas trop mal. Surtout Kevin Vauquelin, Carlos Rodriguez aussi, Oscar Onley c'est pas dégueu. On aura Dorian Godon. Dorian Godon c'est toujours un très bon allié hein, pour les chronos. Samuel Watson, Josh Tarling, Lorenz de plus, très très gros rouleur, donc la Net Compagnie Ineos. Il faudra faire attention sur le chrono par équipe, mais moi j'ai peur que ça marque pas trop au classement général et je serais pas étonné qu'il n'y en ait aucun dans le top 5 finalement. Par contre, je veux des victoires d'étape pour Dorian Godon. On verra comment ça va se répartir entre Vauquelin et puis Godon. Pour les étapes un peu punchy, je pense que ce sera surtout pour Godon. Il aura- Qui pourra l'emmener aussi sur les sprints. Donc, en fait, à toutes les courses sur le tour auxquelles il a participé cette année, Kevin Vauquelin, Dorian Godon, pardon, il allait chercher des victoires d'étape. Une victoire d'étape sur Paris-Nice en individuel, une en équipe sur le chrono par équipe, deux victoires d'étape sur le Tour de Catalogne, sur le Tour de Romandie, deux victoires d'étape aussi, dont le prologue. Bah là, je pense qu'on peut partir sur le même score, hein. Je pense qu'il peut en gagner deux. Et peut-être que dedans, il y aura le chrono par équipe. Donc, ce sera très cool à suivre. Pour Dorian Godon, les autres favoris, euh, Kanote Brooks, quand même, il faut le signaler du côté de la Movistar, ça sera le leader. Il y aura du Pablo Castrillo, du Ivan Romero. On connaît pas le reste, mais Kanote Brooks, il a fait une belle course. Il a fait des belles courses quand même depuis le début de la saison. Seulement huitième au Tour de Catalogne, mais il était pas dégueu. Liège-Bastogne-Liège, il m'a semblé fort aussi. Là, il se prépare pour le Tour de France. Enfin, la saison où Kenohi Brooks pourra peut-être performer sans avoir d'ennui. Donc, il sera sûr du côté de la Movistar. Je vais pas trop épiloguer. Après, Romeo et Castrillo, c'est cool pour un chrono par équipe. Enfin, très clairement, on va pas se mentir. Du côté de la Bahreïn Victorious, pour l'instant, on annonce Buitrago et Bilbao. Ça devrait plutôt être pour Buitrago en tant que leadership. Le problème, c'est que Buitrago, il fait une saison moyenne. Il était sur ce Giro, il a eu cette chute sur l'étape numéro 2 qui l'a contraint à l'abandon. Dans quel état il sera sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes? C'est une grosse question. Sinon, c'est un coureur qui peut viser le top 10, hein, très clairement, s'il est en forme. Du côté de l'AIF, est-ce que Ben Illy il va viser un classement général ou des étapes? IF, quand même, saison un peu compliquée pour cette équipe-ci. Ben Illy, depuis le début de la saison, compliqué aussi. Tirreno, huitième au classement général, on l'a pas trop vu à son avantage. Tour du Pays Basque, il allait dans toutes les échappées, pas capable d'aller chercher une victoire d'étape. Il a fait un Tour de France exceptionnel l'an dernier, cette victoire d'étape, le port du maillot jaune, ce classement général, neuvième au classement général. On verra ce qu'il va faire sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a quand même beaucoup d'étapes compliquées qui lui conviennent bien. Je lui demande pas d'aller chercher une victoire d'étape au Grand Colombier, au plateau de Solaison, mais ça ferait quand même de plaisir de voir Banili aller chercher une victoire d'étape en costaud sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura aussi Alex Baudin à suivre côté français, qui sera sympa. Groupama FDJ, j'en parle pas. Guillaume Martin qui devrait être leader, mais qui est à la rue en ce moment. Bon, je crois qu'il devrait être papa, Guillaume Martin. C'est peut-être ça qui lui pèse un peu, mais compliqué. Côté Red Bull Bora, pour l'instant, on annonce Van Gils, le disait, comme leader. Je pense pas que ça joue un classement général. On se souvient de cette chute terrible sur la classique Arène, poussé dans les barrières par l'idiot de service Yann Christen. Désolé pour ceux qui l'aiment bien, mais là c'était complètement idiot comme geste. On verra dans quel état de forme sera Maxime Van Gils. Pas certain qu'il joue un classement général. À suivre. Soudal Quickstep devrait être autour de Valentin Paré-Peintre. Il faut le mentionner quand même, parce que Valentin Paré-Peintre, c'est pas normalement un coureur de grand tour, de classement généraux. On rappelle qu'il a fait quatrième du Tour de Catalogne. Quand même, c'était une belle perf. Il a craqué un peu sur le Tour de Romandie où il fait 23e. Mais là, c'est un profil très montagneux qui convient à la perfection, pardon, à Valentin Paré-Peintre. Donc on jettera quand même un œil à sa performance. Il faut citer Luc Plapp, du côté de la Jayco Alula, qui a annoncé sur ce Tour de Hongrie, il était très très fort. Sur le Tour de Romandie, il fait cinquième au classement général, ce qui était un bon résultat. Troisième du Tour de l'UAE. En fait, c'est la meilleure saison de la vie de Luc Plapp. À 25 ans, il est en train de confirmer pour une fois.
et on verra ce qu'il va donner sur la très très haute montagne. C'est pas pareil que le Tour de Hongrie, hein. Le Tour de Hongrie, c'était tout en force pour Luc Plap. Là, le Tour Auvergnat-Rhône-Alpes, ça sera un peu plus compliqué pour lui. Mais on verra ce qu'il sera capable de faire. Tobias Allan Johannessen, j'ai oublié d'en parler, très intéressant, du côté de la UNOX Mobility. Tobias Allan Johansen qui a fait un beau tour du Pays Basque, où il est allé chercher avec beaucoup de détermination cette troisième place au classement général, en se glissant dans des échappées quand il faisait moche. C'était vraiment un symbole de détermination. Tirreno quatrième au classement général, quand même, mine de rien. Et puis on le rappelle quand même qu'il fait sixième sur le classement général du Tour de France l'an dernier. Donc ça sera un client, Tobias Allan Johannessen. Il va viser le Tour de France encore une fois cette année. Ça sera sa course de préparation. Il faudra qu'il soit au point. Je parle très rapidement quand même de la Tudor parce qu'il y a Julien Alaphilippe qui est présent. On verra ce qu'est capable de faire Julien pour la préparation du Tour de France. Et on finit peut-être allez, par un petit mot pour la Total Energy. Total Energy qui sera avec Jordan Jegat. J'ai pas regardé, pour être tout à fait honnête, la Mercantour classique. Il a fini 15e. C'est vraiment pas rassurant. C'est une course quand même très dure, la Mercantour, mais avec un plateau très faible, on va pas se mentir, hein. Victoire de Ibon Ruiz devant Ivan Sosa. Léo Bizio troisième, Pozzo Vivo à 58 ans, qui fait quatrième. Clément Berthet 5. Même derrière Guillaume Martin 13e. Euh, Jordan Jegat 15, c'est pas rassurant. Il avait fait un beau tour de Turquie là, où il avait été aussi battu par des Rural. C'est un peu sa reprise après le grand Besançon Doux et puis le Jura cycliste. On verra dans quel état sera Jordan Degat. Mais très clairement, les favoris majeurs pour ce tour Auvergne-Rhône-Alpes, moi j'en vois deux, Juan Ayuso et Paul Sexas, avec un avantage pour le français. On va pas se mentir, là, il n'y a plus de langue de bois. Il doit jouer la victoire, très clairement, et il doit gagner ce tour Auvergne-Rhône-Alpes. Je mets quand même Isaac Del Toro un petit cran en dessous, parce que Isaac Del Toro dans le Grand Colombier, dans Plateau de Solaison, même si je pense qu'il aura potentiellement accumulé quelques bonifs sur les étapes précédentes, là, c'est quand même très très difficile. Et face à un pur grimpeur comme Ayuso, comme un mec qui a la forme de Paul Sexas, franchement, je suis pas sûr que Isaac Del Toro soit capable de tenir la longueur. Cependant, il y aura quand même un gros facteur roulette sur la chance, sur la forme pardon, des coureurs. On n'est qu'à un mois du Tour de France, donc c'est encore trop tôt pour avoir un pic de forme. On a vu sur les courses précédentes, on attendait un énorme duel sur le Tour du Pays Basque euh, entre Isaac Del Toro et Ron Ayuso avec Paul Sexas en arbitre. Finalement, ils n'étaient pas du tout au rendez-vous. Donc on va rester prudent sur la forme des coureurs, mais sur le papier, si tout le monde est dans un bon état de forme, Paul Sexas doit aller chercher ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Très clairement, vu ce qu'il a montré maintenant, il doit prétendre aller chercher la victoire. On verra comment ça va se passer. Et puis on fera un petit débrief après pour préparer le Tour de France. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Podcyclette. Salut!